messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Notre Environnement, mais aussi votre environnement. Je suis très heureuse de vous retrouver donc après quelques semaines d'absence avec bien sûr mon équipe. Cette semaine, nous allons commencer à dérouler les travaux de la COP15 qui s'était tenue récemment à Montréal au Canada. Encore une fois, merci de rester en notre compagnie pour mieux vous édifier. When you do best practices. We are pushing forward around and across the region the roundtables for sustainable meat. La COP15 ou la conférence des parties qui s'était tenue à Montréal au Québec, c'est au Canada, a traité de la diversité biologique dans sa 15e édition. Elle avait regroupé plus de 18 000 participants venus de par le monde. Il a été question durant 2 semaines de débattre de la gestion durable de la diversité biologique en protégeant la nature et aussi de trouver les moyens de mettre un terme à la perte de la biodiversité partout dans le monde. Le Canada, qui a abrité la COP15, est le pays le plus vaste du monde après la Russie. La nature l'a doté également des paysages diversifiés avec des marques de climat spécifiques et surtout l'abondance des eaux. Quand on pense au Canada à travers le monde, on pense à nos paysages et à toute la richesse de notre nature. Le Canada, c'est l'Atlantique et la vallée du Saint-Laurent. On est devant une crise de la biodiversité. C'est une crise qui est aussi réelle et dangereuse que la crise climatique. C'est un enjeu majeur qui ne peut pas être relégué au second plan, parce qu'on est tous liés à la nature. Nos villes ont besoin d'eau propre et nos fermes ont besoin d'abeilles. Les marais protègent nos communautés contre les inondations et des dizaines de milliers de milliards de dollars de l'économie mondiale dépendent de la nature. Il faut agir dès maintenant. Oui, face à la menace grandissante de la diversité biologique, nous devons agir et tirer ceux ou celles qui traînent les pas. Le Premier ministre a à cette occasion engagé son pays. Le Canada fait des progrès comme jamais auparavant dans son engagement à protéger 25% de nos terres et 25% de nos cours d'eau d'ici 2025 et 30% d'ici 2030. Et on n'a pas choisi ce 30% au hasard. Selon les plus grands scientifiques, c'est le seuil critique pour, d'une part, éviter les risques d'extinction et aussi assurer notre sécurité, entre autres, alimentaire et économique. Et 30%, c'est tout à fait faisable. Au Canada, on a fait passer la superficie de zones marines et côtières protégées de moins de 1% en 2015 à plus de 14% aujourd'hui. En même temps, on a aussi protégé des centaines de milliers de kilomètres carrés de territoire qui équivalent, pour vous donner une idée, à la taille de l'Italie. Au Canada et à l'ouverture des travaux, toutes les voix autorisées se sont fait entendre. Le Premier ministre du Québec, François Legault, chef du gouvernement au Québec, lui mettra l'accent sur les efforts fournis par sa province. Montréal accueille depuis 25 ans le siège du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies. Et il y a beaucoup aussi d'autres sièges d'organismes internationaux. On est ouvert, Valérie, tu vas être d'accord avec moi, en avoir encore plus. Je suis content d'être ici pour parler de biodiversité, parler d'environnement. D'abord, c'est important aussi de situer que le Québec n'est pas juste distinct quand on parle de notre langue, mais distinct aussi quand on parle d'environnement. Quand on regarde l'émission de GES par habitant, on a au Québec 50% moins d'émissions de GES par habitant que le reste du Canada, que l'Amérique du Nord, mais on ne veut pas arrêter là.
Notre gouvernement veut vraiment qu'on soit les premiers ou parmi les premiers à atteindre la carboneutralité avant 2050. Le Québec appuie la Convention de 1992 sur la diversité biologique, puis on appuie au cours des prochains jours, puis on souhaite l'adoption d'un cadre mondial sur la diversité biologique. Le gouvernement du Québec est un leader et déjà, on a travaillé très fort à protéger une partie du territoire québécois. Quand notre gouvernement est arrivé au pouvoir en 2018, il y avait 10 % du territoire québécois qui était protégé. On est maintenant à plus de 17 %, donc on a atteint la cible qu'on s'était fixée. Et aujourd'hui, le Québec est, au Canada, la province où, en superficie absolue, il y a le plus de territoires protégés. Et je prends l'engagement aujourd'hui devant tout le monde de tout mettre en œuvre pour atteindre une protection du territoire québécois à 30 % d'ici 2030. Des engagements se poursuivent. Cependant, la menace est réelle et les chiffres sont effrayants, confirme la mairesse de Montréal. Elles sont donc l'alerte. Depuis 50 ans, en seulement 50 ans, nous avons perdu près de 70 % de la faune sauvage de toute la planète. Et pour les scientifiques, on est maintenant entré dans une 6e extinction de masse. Ça, c'est la réalité qui existe de façon globale, puis on ne peut plus ignorer la science. Les faits parlent, et ce qui est évident également, c'est l'urgence d'agir. Alors, les discussions qui vont se dérouler ici, je le disais tout à l'heure, elles sont cruciales, parce qu'au-delà des mots, il faut poser des gestes concrets. Hier, j'ai participé au panel au sommet des jeunes, et ça m'a permis d'entendre les demandes et les aspirations des jeunes. Ils ont de grands souhaits, ils ont de l'espoir, mais ce qu'ils veulent, ce sont des gestes concrets et ils comptent sur nous. On a une responsabilité importante de réussir cette COP. Deuxièmement, accueillir la COP ici dans la métropole du Québec, ça démontre l'importance du rôle des grandes villes dans la protection de la biodiversité et dans le maintien de la qualité de vie des populations. Parce que pour nous, à l'échelle locale, pour les gouvernements locaux, le lien entre la protection de la biodiversité et la qualité de vie sont intimement connectés. La majorité de la population, on doit le rappeler, habite en milieu urbain et ça va continuer d'augmenter au cours des années à venir. Ça veut donc dire que les solutions qu'on doit mettre en place doivent s'appliquer dans les milieux urbains. Et finalement, je suis fière d'accueillir la COP 15 à Montréal parce que c'est un moyen concret d'accélérer nos actions. Les villes et nos populations sont au front devant les impacts des changements climatiques et de la perte de la biodiversité. Ça se fait sentir de plus en plus, toujours plus fréquemment et toujours plus fort. On peut penser, par exemple, à certains insectes pollinisateurs qui sont responsables du tiers de l'alimentation mondiale et qui disparaissent de notre environnement. Il y a également nos berges et nos milieux de vie qui sont menacés par l'érosion. L'érosion est un phénomène lent qui présente des conséquences sur la productivité et contribue à la pollution des cours d'eau, des terres humides et des lacs. Une situation inquiétante qui exige l'engagement de toutes les parties prenantes,
D'où l'appel lancé au secteur privé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secteur privé doit admettre que le profit et la protection doivent aller de pair. Dans nos économies mondialisées, les entreprises et les investissements comptent sur les richesses de la nature des 4 coins du monde. Il en va de leur intérêt de protéger la nature avant tout le reste. Cela implique que l'industrie agroalimentaire s'oriente vers des modes de production durables et des moyens naturels de pollinisation, de lutte antiparasitaire et de fertilisation. Cela implique que les secteurs du bois, de la chimie, du bâtiment et de la construction tiennent compte de l'impact sur la nature dans leurs modèles économiques. Cela implique que les industries biotechnologiques, pharmaceutiques et autres qui exploitent la biodiversité partagent les bénéfices de manière juste et équitable. Cela implique des cadres réglementaires stricts et des mesures de divulgation de l'information qui mettent fin au greenwashing et tiennent le secteur privé responsable de ses actions tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et cela implique de s'élever contre l'incessante concentration des richesses et du pouvoir entre les mains de quelques-uns, ce qui va à l'encontre de la nature et des véritables intérêts de la majorité. Les entreprises et les investisseurs doivent être les alliés de la nature, non des ennemis. En plus du secteur privé, chacun à son niveau doit être un allié de la nature, dira le secrétaire général des Nations Unies, cela en posant des actions fortes. Il en a appelé à cette occasion à la responsabilité des pays développés face aux pays en développement et autres institutions financières pour leur soutien indéfectible. Les pays développés doivent apporter un soutien financier aux pays du Sud qui sont les gardiens des richesses naturelles de notre planète. Nous ne pouvons pas attendre des pays en développement qu'ils assument ce fardeau seuls. Il nous faut garantir aux pays en développement un accès plus direct, plus simple et plus rapide au financement dont ils ont besoin. Nous ne connaissons que trop bien les obstacles bureaucratiques qui existent aujourd'hui. Les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement doivent faire en sorte que leur placement favorise la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. La communauté mondiale que nous formons doit aider tous les pays à protéger et restaurer leurs écosystèmes après des décennies et des siècles de dégradation et de ravages. Ces milieux naturels nous ont tant donné, l'heure est venue de rendre l'appareil. À l'image de tous les pays partis à la Convention, la Guinée avait pris part aux travaux de la COP15 de Montréal avec une participation active de certains de ses cadres du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les pays n'accèdent pas directement au financement climatique, ils passent par des entités accréditées. Alors, l'entité accréditée permet au pays de monter le projet, d'avoir le financement, de gérer le projet avec l'entité nationale et avec les institutions de la place. Nous allons en ce moment, au sortir de cet atelier, de cette COP, j'allais dire, et rendre la chose un peu plus publique, rencontrer tous les sectoriels parce qu'ils sont membres du comité national pour voir dans quelle mesure ils peuvent accéder à ces financements climatiques. Je crois qu'une réunion serait nécessaire pour aboutir à cette fin. Au cours de ces rendez-vous planétaires, se tissent et se renforcent des partenariats comme ce fut le cas avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel OSS, une institution qui a eu de fructueux échanges avec des cadres de la Guinée et des consultants. L'OSS est une organisation impressionnante, très importante pour la région, qui apporterait un support technique fort. L'opportunité pour la Guinée, c'est bien entendu de construire une capacité locale, d'avoir des experts locaux qui, eux, pourront
faire utiliser toute l'information dont dispose l'OSS pour mieux gérer le capital naturel de la Guinée. À court terme, qu'est-ce qui est possible de faire après les travaux de la COP15? À court terme, c'est tout de suite de faire un inventaire du capital naturel de la Guinée, d'embrayer tout de suite avec l'implication de jeunes dans cet effort des universités guinéennes. Les points saillants de cet entretien, c'est d'abord le renforcement de la capacité des cadres du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ensuite, la mise à disposition des données sur l'occupation des sols que l'Observatoire produit. Et en plus de cela, trouver un moyen, une stratégie de communication permanente avec l'Observatoire et les services qui gèrent la biodiversité en Guinée. L'occasion pour la coordinatrice du départementaire à l'OSS de faire son bilan. Durant tout au long de l'année 2022, l'OSS a fêté ses 30 ans d'existence autour de cette thématique, combien stratégique et important pour l'Afrique. Et donc, c'était vraiment le moment final d'organiser une dernière réunion, et nous l'avons fait avec la délégation de la Guinée, avec d'autres délégations, sur cette thématique de la restauration, de l'importance de la restauration des écosystèmes africains. Et aujourd'hui, nous avons eu des échanges avec la délégation guinéenne en matière de restauration des écosystèmes. Voilà, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. J'espère que vous avez été très satisfaits des informations reçues dans cette première partie de l'émission Notre Environnement, mais aussi votre environnement. Nous sommes encore très heureuses de vous retrouver et nous serions d'ailleurs très heureuses de vous retrouver les semaines prochaines pour vous parler de l'environnement, encore de l'environnement et l'environnement.